monsieur, bonjour, bienvenue sur cette émission spéciale. C'est un secret de Polichinelle que la plupart des pays de l'Afrique, qu'elle soit centrale ou de l'Ouest, disposent d'un grand atout pour le développement, mais le plus souvent inexploité, les femmes. Disposant de grands atouts et de grandes capacités d'influence au même titre que les hommes, les femmes malheureusement ne bénéficient pas des mêmes attributions, les mêmes chances que les hommes pour que le développement de l'Afrique prôné soit un développement participatif et effectif. Inégalité sociopolitique, disparité et discrimination sexuelle dans le monde du travail sont aujourd'hui les mots qui minent le développement de l'Afrique. Et pourtant, au regard des différentes résolutions et des décisions prises au niveau de toutes les instances internationales, les femmes et les hommes sont égaux, disposant de la même capacité d'influence pour exercer dans le monde politique. Militer aujourd'hui pour que ces stéréotypes s'estompent au profit d'une réelle égalité entre les sexes n'est donc pas essentiel aujourd'hui. Donc, sur cette émission, chers internautes, nous allons examiner l'état des lieux et proposer des approches de solutions pour que les femmes, qui disposent d'ailleurs de la même capacité que les hommes, puissent véritablement entrer dans l'exercice de leur leadership et que l'Afrique connaisse un réel essor. Et pour cela, j'ai reçu cette émission une dame qui est à côté de moi juste pour nous amener dans le vif du sujet. Madame Fidias Sabouran, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors Madame Fidias Sabouran, permettez à nos internautes de mieux vous connaître. Merci monsieur, je suis Fidias Sabouran, je suis communicatrice de formation, biologiste aussi. Je suis jeune activiste engagée pour les droits de la fille et de la femme. Je participe à énormément d'activités, j'ai coordonné des projets pour les jeunes filles afin qu'elles s'affirment davantage, afin qu'elles soient autonomes et qu'elles puissent véritablement entrer dans les instances de prise de décision pour que nous puissions ensemble bouger les liens. Je rappelle que Madame Fidias Sabouran, elle est jeune activiste pour les droits des enfants, en l'occurrence droits des filles et des femmes. Donc elle est sur cette émission pour nous amener dans le vif du sujet la question du leadership des femmes dans les instances de prise de décision. Alors d'entrée de jeu, Madame Fidias Sabouran, dites-nous pourquoi militer aujourd'hui pour que les femmes puissent être représentées au niveau des instances de prise de décision? Alors, nous sommes dans une société et dans la société, il y a les hommes, il y a les femmes. Et en temps normal, la question ne devrait pas se poser. On ne devrait pas retrouver l'un et ne pas retrouver l'autre. Tous les deux, parce qu'il y a deux sexes, tous les deux devraient se retrouver dans ces instances de prise de décision-là. Il faut que les femmes soient en politique parce que c'est la politique qui conduit à la présence dans les instances de prise de décision. Et si les femmes ne sont pas là pour énumérer leurs besoins, pour proposer des pistes de solutions afin de satisfaire à tous les problèmes qu'elles rencontrent, personne ne pourrait prendre les meilleures décisions à sa place. Il faut qu'elle soit là pour qu'elle énumère ses souhaits, ses envies, afin de pouvoir trouver des solutions à ses propres besoins, à ses propres soucis, j'allais dire. Et surtout, nous sommes dans une société. Le développement de notre société incombe à nous tous. Sans oublier également l'article 9 du protocole de Maputo, ce protocole-là qui est annexé à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui demande à la femme, qui donne le droit à la femme de participer à la vie politique et aux sphères de prise de décision. Nous avons donc toutes les raisons d'être présentes dans les instances de prise de décision parce que le développement de notre patrie repose sur nous, pas que sur les hommes, mais également sur les femmes. Alors, parlant de décision justement, aujourd'hui, il y a un quota qui existe aujourd'hui et qui fixe un nombre de femmes qui doivent être représentées au niveau des partis politiques pour que leur représentation soit effective au niveau des instances politiques. Alors, malgré cela, force est de constater que cette représentation n'est toujours pas d'actualité. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? À mon humble avis, je pense que c'est une question d'éducation et de culture. Notre culture, notre éducation, depuis le bas âge, entretient la fille au silence, entretient la fille au deuxième rang, entretient la fille à attendre de ses frères qu'ils prennent des décisions pour elle. Et force est de constater que la fille grandit
avec cette mentalité-là. Elle grandit en attendant des autres. Elle grandit dans l'espoir que les autres prennent des décisions pour elle. Elle passe du cap de la fille, devient femme, toujours avec cette même mentalité-là. Et même dans nos écoles, lorsqu'une fille arrive à s'en sortir, elle est première de sa classe, c'est comme un exploit aujourd'hui. C'est tellement magnifié qu'on a l'impression que c'est quelque chose d'anormal, quelque chose de particulier, alors que ça devrait être normal depuis le bas âge de retrouver des filles au premier rang et ainsi de suite. Et si elles grandissent avec cette mentalité-là, ce serait plus facile pour elles de se retrouver en tête de liste, d'être leader de leur parti. Et quand elles grandissent comme ça et deviennent déjà épouses et mères dans un foyer, généralement, lorsque le conjoint n'accepte pas, c'est encore un autre problème. Il faut également que le conjoint accepte et la soutienne, parce que on attend que la femme prenne l'avis de son époux, de son conjoint, avant de participer à ces choses-là. Et nombreux sont ces conjoints-là qui ne voudraient pas voir leur femme devant la foule, parler et tout, parce que, je ne sais pas, des fois ça blesse l'ego. Excusez-moi, c'est désolant, je vais dire, parce que c'est admirable de voir des femmes devant les instances de prise de décision, décider pour elles, décider pour leurs jeunes sœurs, parce qu'il n'y a personne mieux que la femme elle-même pour dire ce qui lui plaît, ce dont elle a besoin réellement pour s'affirmer, pour... Alors, justement, mais nous allons dans la même école. Je prends un exemple, dans une famille, il y a des filles, il y a des garçons. Les deux sont élevés de la même manière et dans le même environnement. Comment se fait-il qu'après, l'homme arrive à ces niveaux et la femme non? Tout à l'heure, vous avez dit les deux sont élevés de la même manière. Je ne pense pas que ce soit le cas. Ou du moins, ce n'est pas le cas partout. Je le dis parce que quand les deux naissent, déjà, dès le bas âge, on pousse l'un à choisir telle couleur, on pousse l'autre à choisir telle couleur. Elles grandissent en pensant que le rose est fait pour elles. Vous avez fait un choix, vous aussi? Voilà, les choix nous ont été imposés jusqu'à ce qu'on puisse décider nous-mêmes, jusqu'à ce que je puisse décider moi-même. Et généralement, les parents attendent qu'on ait le bac avant de pouvoir laisser au moins le choix être fait. Je prends par exemple un enfant qui vient de décrocher son BEPC. Force est de constater qu'on lui recommande les séries littéraires et les garçons disent là-bas c'est plus dur, c'est plus compliqué. Oui, le garçon il peut le faire. En fait, c'est tellement normal aujourd'hui de penser que le garçon peut faire des choses que la fille ne peut pas faire. C'est tout faux. Nous avons tous les mêmes potentialités lorsqu'on nous laisse nous affirmer, lorsqu'on nous laisse décider. Et donc, quand ils grandissent comme ça, je revenais sur le fait que vous disiez qu'ils sont éduqués de la même manière. Non, ce n'est pas le cas. Vous allez à l'école. Quand la fille et le garçon reviennent à la maison, par exemple, le garçon peut être en train d'étudier, la fille elle doit aider maman à la cuisine. Ce temps-là, également, on le soustrait du temps d'études. Vous voyez, c'est elle qui doit se réveiller peut-être très tôt le lendemain pour apprêter la maison, balayer. Tout ça, forcément, défavorise les filles depuis le bas âge et généralement agit sur les résultats scolaires. Et quand ça agit sur les résultats scolaires, ce sont nous encore les parents qui leur disent « Toi, tu es bête, tu ne travailles pas bien, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. » Elles grandissent avec, elles deviennent des femmes, elles se marient, elles vont dans un foyer et puis le même cycle recommence en fait et ça se transmet de génération en génération. Alors justement, et par rapport à ce transfert-là, comment est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on peut corriger cet état de choses et permettre aux femmes d'être les plus représentées au niveau des instances politiques, j'allais dire? Déjà, il faut comprendre le problème. Il faut être conscient du fait que les choses changent. Du fait que les choses changent et qu'il faut également réorienter l'éducation. Pas forcément la bâcler, la bafouer, non, mais la réorienter, donner les mêmes chances de réussite et aux garçons et aux filles. Même chance de réussite, quand je dis même chance de réussite, aujourd'hui on ne parle plus de l'instruction, de la mise en école. C'est devenu de plus en plus automatique de mettre tous les enfants à l'école, même si, avouons-le, dans certaines régions encore, c'est encore une lutte que la fille soit systématiquement mise à l'école. Maintenant, ce n'est pas tout. Il y a également le suivi qu'il faut faire. Le tout n'est pas de mettre les enfants à l'école. Il faut également faire le suivi. Quand ils reviennent à la maison, vous avez fait un peu aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait? Les mêmes choses qui se font aux garçons, il faut que ces mêmes choses soient appliquées à la fille afin qu'on observe réellement
sa réussite, pour qu'elle puisse être épanouie et également développer en la fille et la facilité de prendre la parole, la facilité d'acquiescer de donner son opinion sur certains sujets. Okay. Généralement, quand on a des sujets de discussion, on appelle le garçon, qu'est-ce que tu penses? C'est pas systématique envers la fille. Ça va mieux, hein? On peut dire que ça va mieux, mais si réellement les parents prennent conscience que c'est depuis le bas âge que les trucs sont ratés, on peut rattraper le tir, corriger le tir. Excusez-moi, puisque c'est des faits de la société et vous êtes déjà activiste, c'est-à-dire vous militez forcément dans une organisation, dites-nous quel est alors le rôle de la société civile dans la promotion du leadership féminin? Alors, vous avez dit le rôle dans la promotion, donc le tout se trouve dans la promotion en fait. Le leadership féminin, nos mamans l'avaient. Nous aussi aujourd'hui, nous l'avons. Et donc, c'est une question de promotion, comme vous l'avez dit. Il faut que les organisations de la société civile ne se fatiguent pas de répéter leadership féminin, leadership féminin, leadership féminin. Il faut qu'il y ait davantage d'actions soit entreprises envers les femmes pour qu'elles puissent réellement s'affirmer. Le leadership, pour la plupart, nous l'avons en nous. Il suffit juste d'un petit déclic là pour que ça s'explose, pour que ça puisse donner du bon fruit. Donc, au-delà de la promotion, il y a également le renforcement de capacités que les organisations de la société civile peuvent mener envers les femmes afin de faire éclore davantage leur leadership. Alors, aujourd'hui, nous avons vu que le gouvernement, par exemple, le gouvernement du nouveau départ qui est là actuellement, a une volonté manifeste de propulser les femmes vers les instances de prise de décision, mais malheureusement, on ne les voit pas comme cela se doit. Alors, il y a certains qui disent que vraiment, la montée du niveau, d'accord, des femmes au niveau des instances de prise de décision est subordonnée à la volonté politique. Pensez-vous ou partagez-vous cet avis-là? Avant d'opiner sur cette question-là, je dirais d'abord qu'il faut l'implication de tous. L'implication de toutes les cellules, de toutes les couches que nous sommes dans la société, sans oublier bien sûr les autorités politiques. Autorités ont fait leur part à travers le législateur. Tout le monde a sa partition à jouer dans la réussite de cette éclosion-là, je dirais. Et les volontés politiques leur implication vont dans le sens où ce n'est pas tout de vouloir ou de voter les lois. Il faut les promouvoir également. Il faut les promouvoir. Il faut mettre chaque femme à la place qu'il faut. Comme on a l'habitude de dire souvent, chaque homme à la place qu'il faut. Aujourd'hui, il y a tellement de femmes qui ont appris. Elles ont appris, elles ont le talent, elles ont les compétences. Mais, je l'ai dit tout à l'heure, quand les femmes, on est mariées, il y a également l'aval du sieur qu'il faut avoir, de l'époux qu'il faut avoir. Et tout passe par la volonté. Il faut montrer aux femmes aujourd'hui que oui, c'est possible. Sortez de vos concours. Le milieu généralement est très hostile à la femme. En ce sens, pour parler des abus et du harcèlement qu'elles vivent dans les milieux professionnels. Ça fait que beaucoup préfèrent rester dans leur cocon pour ne pas avoir à se rétracter. Après, je travaille depuis des années et parce que je suis harcelée, parce que je suis mise en mal, je laisse tout tomber. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont envie, mais quand on pense à l'hostilité, à toute l'hostilité que présente le milieu, ça fait que voilà, ça ne prend pas trop. Mais sinon, oui, les autorités politiques ont beaucoup à jouer pour que cela puisse réellement marcher. Il faut qu'on se sente en confiance, qu'on nous mette en confiance, qu'on nous montre que oui, nous pouvons. Pas forcément qu'on attend de moi. Par exemple, je prends mon exemple, je sais que oui, je peux. Mais forcément, à des niveaux donnés, on se dit, est-ce que ça vaut la peine? Parce qu'on a l'impression de nager et quand vents et marées, on est submergé à des moments donnés. Mais nous avons la force et la détermination qu'il faut. Si les autorités politiques nous accompagnent, nous y arriverons. Alors, vous êtes parvenu à atteindre certains niveaux. Vous êtes activiste, vous avez dit. Et vous avez un époux forcément. Non, pas encore. Pas encore? Non. D'accord. Supposons que vous avez un époux. Est-ce que vous voyez dans une posture où votre époux serait en train de vous refuser de militer pour la cause des femmes? Je disais tout à l'heure, non, pas encore, parce que je pense qu'avant de se marier, on se comprend. Voilà. N'est-ce pas? On fait du chemin ensemble. Justement. Et chacun
faire connaître ses envies, ses motivations, ses ambitions. Il faut déjà s'entendre à ce niveau. Déjà, je suis jeune actuellement. Est-ce que tout tourne pas par delà, d'abord, le choix du conjoint? Oui, le choix du conjoint, c'est un véritable problème, je peux le dire ainsi. Sauf qu'une fois mariée, les réalités sont là. Les réalités sont là. Je dis, je suis jeune activiste, je dois aller sur le terrain des fois et je dois passer la nuit dehors et tout. Vous voyez, c'est beaucoup de contraintes qui, à cause de l'éducation, de la culture que nous avons, qui oblige la femme à tout le temps être à la maison pour satisfaire aux besoins de la famille, aux besoins de l'époux, du conjoint et tout. Ça fait qu'on n'est pas forcément disponible à tout moment. Je me souviens un ami qui me disait la dernière fois, toi tu ne rentres jamais à la maison. Comment ton ami il fait? Je dis, on arrive à se comprendre quand même. Pour le moment. Certainement, vous allez me dire pour le moment, parce qu'une fois mariée, les réalités sont là. Les réalités changent. On attend beaucoup de la femme. On attend beaucoup qu'elle soit à la maison pour tout arranger, pour tout apprêter. C'est difficile, mais je pense que lorsqu'on se comprend, on a des femmes aujourd'hui mariées. En fait, le leadership n'est pas contre le mariage. Il suffit d'entente, de collaboration. Et puis voilà, on va y arriver, on se soutient. En tout cas, qui voyage loin ménage sa monture. J'espère que vous prenez bien des décisions, des dispositions nécessaires pour que cela ne vous arrive. Alors dites-nous, quelles sont les actions que les OSC ont déjà menées pour que la promotion du leadership de la femme soit effective? Oui, il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. Tout à l'heure, quand vous m'avez demandé concernant l'implication des OSC dans la promotion, j'ai parlé des renforcements de capacité, des formations, de la promotion tout simplement. Il y a beaucoup d'OSC aujourd'hui qui font dans la formation et le renforcement de capacité des femmes. Je peux parler du réseau des femmes leaders pour le développement, RFLD, qui, je pense, en juin dernier, où le projet a commencé bien avant, mais pour l'étape Ouémé, on l'a déroulé en juin. C'était le programme de formation Tous pour le protocole de Maputo, afin d'encourager les femmes à se décider, à aller en politique, à prendre la place qu'il faut dans les instances de décision. Et donc, tout ça, ce sont des formations que les OSC donnent aujourd'hui à divers niveaux pour encourager le leadership féminin. Il y a le programme de la Fondation Freddy Chebet, dont je suis bénéficiaire également, le programme Jeune Leader du Bénin, qui encourage à chaque session que nous allons, parce que les sessions sont mensuelles, et on ne cesse de nous montrer qu'il nous faut aller en politique si nous voulons changer les choses, qu'il nous faut aller en politique si nous voulons bouger les lignes, si nous voulons que les décisions soient prises en notre faveur pour l'émancipation de tout le monde, de toutes les couches de la société que nous sommes. Donc, les OSC font beaucoup, pour ne parler que de ces deux-là, sinon je n'en finirai pas. Il y en a davantage qui promeuvent le leadership féminin. Alors, Madame Fidia Sabouan, avez-vous un appel à lancer à l'endroit de cette brave dame-là qui nous suit en ce moment? Bien sûr. Mon appel envers les femmes, c'est qu'aujourd'hui, les choses vont mieux. Nous pouvons sortir de nos cocons habituels, de nos habitudes et oser. Il nous faut surtout oser. Les portes ne sont plus tout à fait fermées aujourd'hui. Nous pouvons aller toquer, entrer. Il nous faut surtout nous décider. Une fois que nous décidons, nous nous renseignons sur ce qu'il y a lieu de faire pour entrer dans la sphère politique. Nous avons des aînés, des femmes aînées à nous qui peuvent nous tenir la main et nous guider sur ce qu'il y a à faire, nous donner les conseils qu'il faut. Il nous faut surtout prendre la décision de franchir le cap, de changer les choses et nous pouvons y arriver. D'accord. Les portes ne sont plus fermées. Osons, chères femmes, osons vraiment. À l'endroit des autorités, est-ce que vous avez des mots? Bien sûr, bien sûr. À l'endroit des autorités, je dirais qu'il faut nous aider. Il faut nous aider dans ce sens où c'est vrai, les lois sont votées, mais il faut non seulement les promouvoir, mais il faut les appliquer. Parce que le tout n'est pas de les voter. Les autorités politiques ont beau initier, ont beau voter les lois, dès qu'elles sont votées, si dans les cœurs, ce n'est pas encore sur les hommes, puisque actuellement ce sont les hommes qui sont là. Si on n'arrive pas à leur montrer qu'il faut les femmes également à leur côté ou même au-dessus d'eux, pour prendre les initiatives, pour guider mieux. On a vu les hommes faire jusque-là. Si les femmes également peuvent avoir leur temps
de faire, on aura le temps de comparer et vous verrez nettement de l'amélioration. Parce que nous sommes les mères, nous sommes à la maison, c'est nous qui à la maison nous éduquons, c'est nous qui à la maison nous préparons, nous arrangeons. Même les hommes qui sont là aujourd'hui, ce sont des femmes qui les ont mis à leur place là. Donc les femmes devant, c'est pas une question de derrière chaque grand homme se trouve une grande femme. Il faut également désormais que derrière chaque grande femme se trouve un grand homme. Et donc grâce également à l'implication des autorités politiques, tout cela pourra être réalité. En tout cas, c'est une pétition que vous lancez et je vous dis merci pour cet apport que vous venez de donner, c'est très enrichissant. Vous femmes, osez et sortons de nos coquilles et amenons tout un monde d'accord derrière nous à ce que nous embrassions la sphère politique et tout ce qui a autour. Alors dites-nous, Madame Fida Sabourin, est-ce que vous avez un mot de fin? Oui, généralement en politique, jusqu'à l'heure actuelle, quand il faut mobiliser du genre, on trouve les femmes. Je voudrais dire aux femmes qu'il faut que nous quittions l'étape de celle qui ne fait que mobiliser les autres. Il faut que nous passions à l'étape de celles qui décident, de celles qui prennent les décisions, de celles qui les appliquent. Et oui, nous le pouvons à l'heure actuelle. Oser, et nous les OSC, nous membres de la société civile, nous allons nous charger de faire votre promotion, nous allons nous charger de vous tenir la main, de mettre la lumière sur vous, d'apporter encore plus de monde autour de vous, plus que ce qui se fait déjà. Donc ce sera ça mon mot de fin. Merci à vous pour m'avoir invité et nous vous remercions aussi pour avoir accepté l'invitation. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes au thème de ce numéro de votre émission et nous vous remercions pour cette attention soutenue que vous nous avez accordée et très prochainement, nous vous reviendrons. Sur ce, nous vous disons bye bye. Bye bye.